Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2019 à tout le monde. Une année 2019 qui s'annonce animée au sein de la classe politique marocaine. Nous sommes en effet dans l'avant-dernière ligne de droite avant les élections générales et la classe politique en apparence calme se prépare avec des questionnements et des remises en question. Les deux principaux partis de la majorité que sont le PJD et le RNI ne sont pas encore à couteau tiré, mais on ne peut pas dire qu'ils sont les meilleurs amis du monde alors que le PJD est secoué par plusieurs affaires internes. L'Istiqlal arrive et le PAM n'y arrive toujours pas. En effet, une structure ad hoc mise sur pied cette dernière semaine vient de démettre très élégamment certes, mais démettre quand même le tout nouveau secrétaire général Hakim Ben Chemmas, par ailleurs président de la Chambre des conseillers. Quant aux autres partis de la coalition Saadjine Latmani, ils brillent par leur absence et leur mutisme. Comment donc finira cette année 2019? On verra ça avec nos invités. En seconde partie, nous reviendrons sur le shutdown aux États-Unis du nom de cette crise institutionnelle en forme de bras de fer entre la Maison-Blanche et le Capitole. La Chambre des représentants, désormais démocrate et présidée par la très accrocheuse Nancy Pelosi, refuse d'accorder 5,7 milliards de dollars au président Donald Trump pour construire son mur à la frontière mexicaine. Et l'ambiance est plus tendue que jamais à Washington, où les services administratifs essentiels ne fonctionnent pas. Nous aborderons ces deux thématiques avec nos invités. Naïm Kamal, directeur de Kuwait.ma. Abdelhamid Belkhtab, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V. Et Hassan Alaoui, vous êtes directeur du mensuel Maroc Diplomatique et du site maroc-diplomatique.net et .info. Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous. Alors le PJD est de plus en plus clairement scindé en deux groupes, les partisans du secrétaire général et chef du gouvernement Saadjine Latmani et les refusniks menés par Driss Azami Drissi, par Abdali Hamidine et par d'autres encore. Au PAM, principale force d'opposition par le nombre, Hakim Ben Chemmas vient donc d'être gentiment poussé vers la sortie et le reste est à l'avenant. Naïm Kamal, on commence avec vous. Donc une sortie médiatique de Nizar Baraka dernièrement, puis une sortie tout court de Hakim Ben Chemmas de la direction du PAM. Est-ce qu'on a une opposition qui se reconfigure? De toute manière, il n'en finit pas de se reconfigurer depuis quelques années déjà. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une série de, disons, de mini-crises à l'intérieur des partis qui, l'une après l'autre, on dirait une sorte de bombe à fragmentation. Chaque fois, il y en a une qui explose et à chaque fois, il y a un problème. Bon, ce qu'il y a aujourd'hui, si on parle de l'opposition, il y a le Istiqlal qui plus ou moins rame, je dirais plus ou moins dans le bon sens. Et on dit il y a une présence de son secrétaire général. Il y a quand même quelques noyaux qui commencent à bouger. Et j'ai vu qu'il y a le syndicat LGTM qui est assez actif, qui se déplace, qui bouge sur le terrain et qui essaie de se redonner cette consistance qui était sa qualité il y a longtemps. Maintenant, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour l'Istiqlal, pour qu'il retrouve sa santé, sa bonne santé, et qu'on va dire qu'il est encore, ou qu'il est peut-être en fin de convalescence. Pour le PAM, il est toujours dans le même problème, c'est-à-dire que depuis sa naissance, pratiquement, on va dire, à 1 ou 2 ans de sa naissance, il est en crise de leadership. Il a eu combien de secrétaires généraux? Il y a eu Hassan Menadi, il y a eu Dr Biadillah, il y a eu Khshishin, il y a eu Ilyas Al-Oumari, il y a eu Hakim Ben Chemmas, peut-être j'en oublie. Bakouri. Hein? Bakouri, oui. Bakouri. Ça fait 6 ou 10 ans. Oui, 6-8 ans, ça fait une moyenne de 2 ans par secrétaire général. On me dirait que c'est vraiment la démocratie ou plutôt l'alternance à la tête du parti à outrance. Donc, le parti, sa crise s'est accentuée après les dernières législatives où il s'était donné pour mission de juguler le PJD, d'être le premier parti du Maroc. Il n'y est pas arrivé. Il est arrivé, j'allais dire entre guillemets, que second. C'est déjà pas mal. Mais depuis, disons, plus rien. Et puis plus rien. Puis depuis, on est dans une, disons, pas dans un cycle, dans une spirale de crise interne, de querelle interne, de querelle de personnes, de recherche d'un leadership incontestable qui soit crédible à l'échelon interne du parti, mais également audible au niveau de l'opinion publique. Est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter sur ces deux partis d'opposition que sont Istiqlal et PAM, Abdelhamid Belkhtab? Oui, absolument. Pour ce qui est de l'Istiqlal, on voit très bien que
son chef, Nizar Baraka, est en train d'opérer un nouveau cap vers, je dirais, il est en train de retravailler un peu le parti à l'intérieur pour faire de lui un parti qui gouvernera dans les prochaines élections. On voit très bien qu'il a un objectif fixé, celui d'accéder au gouvernement et de faire du parti Istiqlal un parti qui gouverne, chose qui n'a pas été le cas avec l'ancien secrétaire général. On voit très bien. Et nous sommes devant un technocrate qui a des dossiers, qui sait très bien ce qu'il fait et qui maîtrise les différents dossiers de l'État. Donc, quand vous êtes technocrate, vous savez, technocrate, ça a une signification technocrate dans le sens, une légitimité politique. Dans le sens de quelqu'un qui a tout de même qui a eu à faire avec des dossiers, qui a travaillé au sein de l'État et qui a succédé dans différents postes, aux différents postes, voilà, de l'État. C'est un homme d'État au sens propre du terme. Oui, mais pour ce qui est du PAM, là, nous sommes devant un parti qui est victime de sa propre naissance. Depuis sa naissance, comme l'a dit Naïm tout à l'heure, il n'a pas pu se retrouver ou se trouver ou même se découvrir une identité propre à lui, indépendante des circonstances de la naissance. Jusqu'à présent, le parti se cherche, et jusqu'à présent, il n'a pas pu trouver un référentiel politique qui puisse faire de lui un parti d'opposition ou même un parti au sens strict du terme, puisque nous sommes devant un parti attrape-tout, un parti qui peut militer au sens dans son organisation n'importe qui peut fédérer des extrêmes et qui n'a pas de repère politique clair jusqu'à présent. Donc c'est son repère politique. Pas encore mis en place une doctrine politique claire dans laquelle il n'a pas du tout une doctrine. Se reconnaîtraient. On ne sait pas si c'est un parti de droite ou de gauche. D'accord, pour eux, pour le parti, il a une identité de gauche. Il se veut comme étant un parti de gauche, de social-démocratie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'auto-identifie. Mais le problème, si son organisation, sa manière d'agir, ses positions, son action politique fait de lui pratiquement un parti de droite, tout simplement un parti de centre-droite. Mais c'est un parti qui est axé essentiellement des gauchistes convertis. C'est un parti qui est orienté exclusivement presque vers les élections, vers le fait de ramasser le maximum de voix lors des élections. On verra s'il arrivera. Il ne réussit pas trop mal. Hassan Alaoui, un commentaire encore sur les deux autres. Alors, une petite remarque par rapport à ce qui a été dit avant. Parler de Nizar Baraka, c'est très bien, mais au sein de l'Istiqlal, on a l'impression qu'il est seul. Contrairement à l'époque Chabat, contrairement à l'époque Fassi, contrairement à l'époque Boustia. Moi, je vais rebondir. De toute façon, tout a été dit par mes amis. Mais autant j'ai personnellement de la sympathie pour Nizar, évidemment. C'est un grand monsieur, technocrate, compétent, générationnel, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, il incarne la modernité, le renouveau. Mais il y a quand même une information qu'il faudrait que je vérifie. Est-ce que c'est dans la mesure du possible? Est-ce que, comme on vient de le dire, il s'est rallié à l'idée du PJD, n'est-ce pas, de ralentir ou d'interdire simplement la langue française dans l'enseignement? Parce que c'est un bruit qui court depuis quelques jours. Et je voudrais savoir, évidemment, à comment tenir à ce niveau-là. Auquel cas, bah, c'est très bien, il va me répondre, mon ami. Auquel cas, évidemment, ce serait malheureux. Parce qu'on parle de la montée aujourd'hui en puissance de l'Istiqlal par rapport, pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à la crise ou à l'inertie des autres partis. Mais si vraiment la mesure d'interdire la langue française vient à être, je veux dire, connue et donc véridique, là je serais vraiment un peu déçu par rapport à sa poigne, à sa manière de diriger le parti, parce qu'il n'est pas possible qu'on accepte encore ce retour, sachant qu'aujourd'hui la crise de l'enseignement, c'est une crise très grave, et dans la mémoire, si vous voulez, dans l'imaginaire du peuple, c'est justement le parti de l'Istiqlal qui a incarné la grande crise de l'enseignement. Et donc, je reste un petit peu dubitatif à ce propos. Vous êtes cohérent, vous dites tout ça en français. Oui, non. Vous aussi, d'ailleurs, et moi aussi. Moi, je vais peut-être être incohérent. En vérité, là, l'Istiqlal est dans son créneau.
l'arabisation a toujours été synonyme d'istiqlal ou l'istiqlal synonyme d'arabisation, à tel point que tous les malheurs de l'enseignement au Maroc sont mis sur le dos de l'istiqlal à cause de l'arabisation qui a été faite au temps d'Azdel Iraqi. Donc sur ce plan-là, on ne peut pas dire qu'il est-ce qu'on lui reproche l'arabisation ou l'arabisation mal faite? Ça, aujourd'hui, on ne fait plus la différence. Effectivement, ce qu'on lui reproche, c'est généralement l'arabisation tout court, parce qu'on estime, parce que mais on dit, bon, ce n'est pas le principe de l'arabisation qui est problématique, parce que c'est la langue nationale ou la première langue nationale, et il faudrait qu'elle ait une place centrale dans l'éducation nationale, mais que le Maroc devrait s'ouvrir sur d'autres langues, pas forcément le français. Le français est là, il est première langue des élites, il est première langue de l'administration, il est première langue pratiquement aussi seule langue de l'entreprise, et pratiquement seule langue. Mais on sait qu'aujourd'hui, la langue française elle-même est en perte de vitesse, enfin, pas aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, et des voix s'élèvent. D'ailleurs, on le voit aussi au niveau de l'enseignement, qu'il faudrait aller vers d'autres langues, il faut aller vers l'anglais, il faut aller vers le chinois, il faut aller, à un temps, ce fut le japonais à la mode, et donc il faut aller vers les langues de la recherche scientifique, du savoir, de la connaissance, de la connaissance d'aujourd'hui. Donc c'est là le problème. Alors ce que je voudrais ajouter sur cela, puisqu'on est dans le domaine politique, rapidement, c'est que l'istiqlal est en train de reprendre ce que lui a piqué le PJD. Parce que le PJD a pris les thématiques de l'istiqlal de toujours et il en a fait son marché électoral. Il lui a même pris une grande partie de son électorat. Et je crois que c'est de bonne guerre. Deux partis sont là pour ça. Il essaie de récupérer. Une réflexion sur ça. Le problème qui s'est posé, d'ailleurs, le parti Istiqlal, on est responsable d'ailleurs largement, c'est le fait de créer un amalgame entre le temps politique et le temps académique ou le temps scolaire. Et là, le temps politique, c'est un temps généralement qui est de courte durée, puisque nous travaillons dans une échelle de 5 ans, c'est-à-dire une législative, et ça passe. Un mandat gouvernemental, et ça passe. Et là, les gouvernements qui se sont succédés ici au Maroc ont toujours voulu faire de l'arabisation je dirais, un petit problème politique à régler rapidement, sans étude d'impact, sans études approfondies sur la faisabilité de cette arabisation. Oui, on veut l'arabisation, on veut l'arabe. L'arabe n'est pas un problème en soi, mais un arabe improvisé, l'installation de l'arabe improvisé dans l'enseignement, ça crée énormément de problèmes. Et puis, on ne sait toujours pas quelle langue de science on veut. On sait très bien actuellement que l'arabe n'est pas une langue de science. Alors, arrêtons de se mentir les uns aux autres. Il est clair que la langue de culture et la langue de science, elle est l'anglais, français, espagnol et après l'arabe, bien entendu. Mais on ne peut pas. On voit le chinois aussi, mais on ne peut pas imposer l'arabe comme alternative à ces langues-là. Donc on est en train de jongler avec des problématiques qui sont de nature plus politique que réellement académique. Donc là, on voit une sorte de rapprochement entre les deux sur ce point-là. Juste un petit mot. Feu Hassan II, disait que l'arabe, c'est la langue de culture et le français ou autre langue étrangère sont la langue d'ouverture. Très bien. Alors, on reste avec vous, Hassan Alaoui. On sort un peu du PAM et de l'Istiqlal. Le RNI. Alors, le RNI a remporté des élections partielles dernièrement. Le RNI est à la manœuvre aussi en matière de politique agricole, avec la nouvelle feuille de route tracée par le roi Mohamed VI. Mais est-ce que vous pensez qu'avec ce qui se passe actuellement, toute la réorganisation, ils pourront faire oublier un peu les déconvenus de Moulay Hafid Al-Alami, dont le plan d'accélération est plutôt ralenti, du moins à Agadir? Est-ce que vous pensez que ce parti-là repart sur de bonnes bases en 2019 ou démarre 2019 d'une manière un peu ralentie? Moi, je me refuse à poser une dialectique entre ce que vous appelez un petit peu la convenue ou
ou le succès. Non, parce qu'après, vous avez parlé de déconvenue. Déconvenue. La convenue, donc, du grand secteur, si vous voulez, de l'agriculture, qui évidemment, Sa Majesté encourage et tout. Il faut souligner aussi que Sa Majesté aussi a encouragé le plan d'accélération industrielle et tout. Et donc, ce que vous appelez un petit peu la déconvenue, si vous voulez, du plan industriel. Je ne veux pas me situer là. C'est, en fin de compte, c'est le même parti. Ce sont des hommes qui, si vous voulez, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Industrie, ce sont des grands pontes, si je puis dire, du parti, un parti qui aujourd'hui compte beaucoup, de poids lourds, et comme vous écriviez, comme vous dites et tout. Mais c'est une politique, si vous voulez, se juge au résultat, à la manière de gérer, aussi au type, si vous voulez, de structure et tout et tout. Et je pense que le RNI possède, si vous voulez, toutes ces richesses, ces valeurs, des hommes compétents, hein, et on doit le juger au niveau global, si vous voulez, de sa réussite en tant que parti, hein, dans lesquels on extrait un petit peu la mission et les personnalités, si vous voulez, gouvernementales qui composent le gouvernement, qui participent, qui contribuent au gouvernement. Et donc, je ne peux pas, moi, faire un peu des comparaisons hâtives, audacieuses et tout. C'est le parti qui compte. Or, le parti aujourd'hui, il est en pole position, n'est-ce pas, pour les élections prochaines. Il a une histoire, je veux dire, à peu près, comment dirais-je, il est né en 78, n'est-ce pas ? 76, je pense. 78. 78. 76, c'est le mouvement, les sans appartenance politique qui ont commencé. Indépendants. Absolument. Ils étaient à peu près, je ne sais pas combien, 167 ou 143 députés. C'était beaucoup. Ça, c'est 77. 167. 67, c'est les communales. 76, c'est les communales, la charte communale qui est sortie. 77, et ils ont rebondi sur leur succès. On est en 2019. Ils ont rebondi sur le succès pour constituer un groupe parlementaire qui s'appelait Ça veut dire qu'il a une histoire. Les sans appartenance. Bien sûr, 43 ans, c'est beaucoup aussi. En d'autres termes, par rapport à l'Istiklal, c'est pas beaucoup. Mais aujourd'hui, le pôle positionnement, si vous voulez, du RNI, n'est-ce pas, la qualité de ces hommes, les succès quand même de sa politique et tout, et puis aujourd'hui, toute une stratégie inédite qui est mise en œuvre par le nouveau président, donc Aziz Akhnouch. Tout ça, si vous voulez, participe d'une dynamique qui peut effectivement déboucher, et nous l'espérons, déboucher en 2020 sur des résultats positifs. Naïm Kamel Hassan Alaoui dit que le RNI est en pole position pour les élections. Vous partagez ça? C'est un peu trop tôt pour le dire, je crois. Avec ce qui s'est passé, à la lumière de ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, il y a eu quand même du travail structurant. C'est-à-dire, je ne dis pas non, mais je ne dis pas non plus un 8 francs. Je dis, on a encore 2 ans. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on est à la veille. À l'avant-dernière ligne droite. Je ne dis pas la veille, à l'avant-ligne droite. L'avant-dernière droite. On a quand même 2 ans, et en 2 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. On a vu que parfois, il y a des accélérations de l'histoire ou de l'évolution ou des ralentissements qui peuvent se faire en des temps très courts, des laps de temps. Moi, ce que je voudrais juste tracer un parallèle avec le PAM, parce que c'est important. On va y arriver au PAM tout à l'heure. Mais rapidement, alors, dans ce cas-là. Le PAM, le RNI, à sa naissance, il avait une personnalité à sa tête incontestable et audible. C'est Ahmed Asmani. Après son départ, il est entré dans une crise de leadership, celle que vit aujourd'hui à peu près le PAM. C'est-à-dire, à sa naissance, bon, ça a duré moins longtemps avec le PAM qu'avec le RNI, mais c'est-à-dire le premier leadership qui est à l'origine de sa création. Vous voyez à qui je fais allusion. Fouad al-Hima, qui est actuellement conseiller de Sa Majesté. De Sa Majesté. Donc, et après, on a eu une succession de problèmes, disons, de personnalités capables de donner une aura réelle au parti. Or, on a vécu toute une période jusqu'à Salah ad-Din Mzouar, et on a eu Aziz Akhnouch. Aziz Akhnouch est arrivé à la tête
du RNI maintenant pratiquement 2 ans, il y a 2 ans pratiquement, où il est en train de, où il a pris de l'ampleur. D'abord parce que la personnalité était déjà marquante par sa présence dans le monde de l'administration, c'est-à-dire du gouvernement, mais également dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire ce n'est pas, c'est pas un personnage sans relief ou sans aspérité. Et donc il est arrivé comme un homme qui devrait donner et faire rebondir le RNI au moment où l'on voyait que le PAM suivait une courbe descendante. Très bien. Donc, il y a cette possibilité. Je dis, pour revenir à la question de base, oui, le RNI a de fortes chances. Il a une histoire. Tout à l'heure, vous le disiez, en ironisant un peu, disons, on parlait de 1977 qu'on est en 2019. Mais il était là, c'est vrai. C'est vrai qu'il était là. Ça fait une histoire, ça fait une accumulation, ça fait une habitude, ça fait des réflexes, ça fait beaucoup de choses. C'est important. En fait, j'ironisais pas. J'essaie de vous ramener à 2019 parce que vous étiez un peu attardé sur 1976, 77 et 78. Donc, Abdelhamid Belkhta, plus globalement. Bon, il y a une relève générationnelle, il y a une nouvelle société, il y a des exigences, il y a un monde qui est en train de bouger. Il y a un chef de l'État qui est là à la manœuvre, qui insiste, exige et suit ce qui se fait. Est-ce que vous pensez que les partis politiques, d'une manière générale, globalement, ont compris la nouvelle donne ou qu'ils sont en train de reproduire à l'infini les anciens schémas sur lesquels ils avaient fonctionné? Oui, ils ont compris, certainement. Ils ont compris ce qui se passe. Mais que faire? Est-ce qu'ils ont pris les mesures le vrai problème. Ils ont compris qu'il y a un changement radical des données politiques. La donne politique n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Il y a une accélération actuellement de ce champ qu'on appelle champ politique. Il y a de nouveaux acteurs qui arrivent, il y a de nouvelles revendications qui arrivent, il y a une transformation des notions de souveraineté, de notions de l'État, du concept de l'État lui-même est en train de se transformer. Les partis politiques, eux aussi, partout dans le monde, se transforment. Maintenant, est-ce qu'ils sont conscients de leur transformation? Là, il y a vraiment un débat. Au Maroc, nous savons très bien que l'action politique obéit à des schémas qui sont généralement des schémas institutionnels, institutionnalisés et classiques. Et il est très difficile pour les partis politiques, mais aussi pour les syndicats, de sortir un peu de ce schéma classique et d'entrer dans les nouvelles arènes de la politique. On voit très bien que la politique a touché ou s'est glissé vers d'autres, je dirais, sphères. Et le virtuel actuellement est très présent. Les partis politiques n'ont pas encore opéré leur, je dirais, transition numérique jusqu'à présent. Et il est difficile de recruter des militants, de créer de nouvelles idées si vous n'êtes pas actif au niveau le PJD et le RNI, ils sont. Absolument. C'est les seuls qui y sont véritablement. Aussi, mais c'est un activisme qui est plus ou moins, je dirais, modeste. Il n'est pas cet activisme ou hyperactivisme politique, voilà, qui permettra d'encadrer. Vous savez, lorsque les partis politiques n'arrivent plus à faire leur travail au niveau virtuel, ce sont généralement les populistes qui le font à leur place, puisque les gens qui s'adonnent généralement à ce virtuel sont des jeunes. Et ce sont des jeunes qui n'ont pas d'expérience politique, qui n'ont pas eu d'expérience de politique institutionnalisée, qui n'ont pas adhéré à des partis ou à des structures politiques. Et ce sont des gens qui sont très, très, je dirais, allergiques ou sinon sensibles aux différentes idées extrémistes et populistes. Et là, je crois qu'il y a un travail à faire, sinon arrivera un moment où les partis politiques seront déphasés par rapport à ce qui se passe sur la scène régionale. Ils ne sont pas déjà un peu déphasés par rapport à ce qui se passe? Oui, ils le sont, mais nous ne sommes pas encore dans ce point critique de rupture. Nous sommes encore... on voit les prémices d'une rupture qui arrivent, mais bon, nous ne sommes pas encore là. Très bien, donc on va revenir sur le PAM, Naïm Kamal. Je vais vous poser cette question à laquelle vous répondrez en deuxième partie parce que le temps arrive. Que se passe-t-il au PAM? On aura votre réponse, je sens que vous brûlez d'envie d'en parler. On en reparlera dans quelques instants. On se retrouve tout à l'heure. Merci.
Rebonjour à toutes et rebonjour à tous. Nous reprenons donc notre débrief pour sa seconde partie. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Abdelhamid. Nous parlons de nos deux débats, c'est-à-dire des partis politiques au Maroc et plus tard, dans quelques minutes, du shutdown aux États-Unis. Donc avec Abdelhamid Belkhtab, professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat, Hassan Alaoui, directeur de Maroc diplomatique du mensuel Maroc diplomatique et du site maroc-diplomatique.net. OE.info et Naïm Kamal, directeur de Quid.ma, où nous étions avec vous avant la pause. Naïm Kamal, qu'est-ce qui se passe au PAM? Il se passe des choses au PAM? Oui, en même temps, il ne se passe rien. Ah, d'accord. Donc pour vous, mettre un secrétaire général, pousser vers la sortie, un secrétaire général qui vient d'être élu il y a 6 mois. Oui. C'est ça, on l'a dit tout à l'heure. Et qui est quand même quatrième personnage on va se retrouver de l'État marocain par ordre protocolaire. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a de l'agitation que ça veut dire que quelque chose se passe. On est en train d'essayer avec les mêmes bûches, puisque c'est la saison, oui. de faire... On peut passer. Parce qu'il y a eu le truc des boulangers. Il ne faut pas les servir. Donc, de faire avec les mêmes bûches un nouveau feu, ce n'est pas possible. Moi, je crois que, pour ne pas parler que du PAM, en fait, on dit qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Par exemple, mais on n'en finira pas. Tels qu'ils sont partis, on n'en finira pas. Et il va falloir peut-être repenser tout le paysage politique national, notamment dans son versant gouvernemental, dans son versant, disons, parti de centre-droite, parti de social-démocratie, comme l'est un peu le RNI. Par exemple, moi je me pose des questions. Est-ce qu'effectivement il y a aujourd'hui de la place pour deux partis de type RNI et de type PAM? Est-ce que ce qu'il y a de mieux dans le PAM ne pourrait-il pas s'autodissoudre, par exemple, dans le RNI? Est-ce que effectivement aujourd'hui le Maroc ou le paysage politique national a besoin d'un parti comme l'Union constitutionnelle? Je ne réponds pas là, je pose des questions. Non, je vous laisse poser vos questionnements, en fait, vos questionnements. Je me pose des questions. Ce sont des questionnements qu'on pose sur la scène médiatique et politique. Je suis pratiquement en train de réfléchir à voix haute. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore une place pour un parti comme l'Union constitutionnelle? Que devra-t-on faire? Est-ce que le mouvement populaire... Vous êtes en train de parler à cette idée d'ancien pôle politique qu'il y avait. Peut-être. Vous vous rappelez de Louis Farr, de la Koutla? Aujourd'hui, souvent, quand on dit il y a une crise des partis politiques, que le Maroc vit une quasi-carence de ces partis. En vérité, nous avons une crise beaucoup plus ample, beaucoup plus, à mon sens, grave et plus prétend un peu plus à des problèmes, c'est la crise de tous les corps d'intermédiation. Aujourd'hui, il n'y a plus de zone tampon entre l'exercice pur, je dis l'exercice pur du pouvoir, comme je dirais la recherche fondamentale. Donc l'exercice pur du pouvoir et l'opinion publique et la rue. On l'a vu à l'occasion de plusieurs crises sociales où les partis sont absents. Pas seulement les partis, justement, où tous les syndicats, aujourd'hui on le voit avec les syndicats, on n'arrive pas à trouver, ni eux à exprimer vraiment la volonté de la rue, les besoins de la rue, les attentes de la rue, ni vraiment les assimiler d'abord, ni les porter, ni pouvoir comprendre que le syndicalisme à l'état des années 60, 70, 80 est terminé, qu'il va falloir faire évoluer. Donc, c'est essentiellement à ce niveau-là que j'aimerais bien situer ce qui se passe au PAM. C'est-à-dire, c'est dans disons, la régulation ou la mise de l'ordre dans toutes ces situations
qu'il faudrait lui trouver une solution. Avant-dernière question sur ce sujet pour vous, Hassan Alaoui, sur ce que dit Naïm Kamal, je voudrais vous poser en fait une double question. La première, est-ce que vous vous retrouvez dans cette idée qu'il a dessinée d'un rapprochement? Lui, il a parlé d'autodissolution du PAM dans le RNI, mais est-ce qu'on peut parler d'un rapprochement qui pourrait éventuellement avoir lieu de manière à créer deux pôles, comme je le disais, comme sur le modèle et l'image jadis de la Koutla et de l'Entente, ou alors est-ce que vous pensez que non, ça doit rester comme ça? Et deuxième question, à l'aune de tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que le PJD traîne à engranger les bénéfices de ce qui se passe de l'autre côté, même s'ils sont dans la même configuration gouvernementale avec le RNI? Vous savez, dans un pays qui compte à peu près 32 ou 34 partis, je crois que c'est 32. Hein, on va dire plus que 30, c'est déjà beaucoup. 30. C'est un véritable maquis. Personnellement, je considère que c'est vraiment inquiétant. Mais je le comprends aussi parce qu'il y a des soucis, si vous voulez, de représentativité, n'est-ce pas? Et mes amis peut-être y souscriront ou me contrediront. En ce qui concerne un petit peu la formation des gouvernements après. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas de majorité, on ne veut pas un parti dominant ou dominateur. C'est normal, parce que de toute façon, notre démocratie elle est encore en marche, elle se raisonne elle-même, n'est-ce pas? Elle apprend beaucoup de choses, et donc, plutôt que d'avoir un parti unique ou quelque chose qui domine, et puis ce que dirait maintenant c'est le langage à la mode, le ruissellement des autres, il faut, je veux dire, composer avec un idéal simple qui est renforcer la démocratie. Maintenant, je reviens à une phrase que Sa Majesté Hassan II disait, c'est que lui souhaitait avoir justement une structure partisane à trois pôles même. Tripolaire. Et il l'a souhaité vraiment. Et il a tout fait pour qu'on arrive à ça. Mais vous ne pouvez pas empêcher les ambitions personnelles, les attentes des uns et des autres. Donc, l'idéal, évidemment, serait que, il a suggéré, mon ami Naïm, c'est qu'on puisse avoir un jour une coalition. De toute façon, ce n'est pas du tout impossible parce que, vu ce qui se passe aujourd'hui sur l'échiquier politique, n'est-ce pas, et qui inquiète beaucoup, parce qu'à côté d'une inertie totale, il y a des jeux, pardonnez-moi l'expression, misérabilistes, n'est-ce pas? Il faut quand même qu'on arrive à une recomposition du paysage de l'échiquier politique pour l'échéance de 2021. Et évidemment, autant on voit l'organisation quasi militaire du PJD et qui est, je le souligne, organisé, c'est pas quasi militaire, c'est organisé, renforcé, discipliné, renforcé en face par l'absentéisme, parce que c'est ça, le PJD, finalement, je le dis maintenant tout de suite, c'est quoi? C'est 1 million, ce n'est pas les 34 millions des Marocains, n'est-ce pas? Quand vous comptez que 14 millions de Marocains sont inscrits sur les listes électorales, n'est-ce pas? Et que c'est seulement 1 ou 2 millions qui vont voter. Donc, et surtout il y a d'autres chiffres. Il y a 15 millions de listes sur les listes électorales et il y a 7 millions qui vont voter, 7 millions et demi, dont à peu près 1 million de nuls et de blancs. Qui vont voter pour le PJD, j'ai dit. Pour le PJD, ils sont à peu près 1,6 million, 1,5 million. C'est ça, ce n'est pas les 15 millions. Mais ça, on ne peut pas reprocher ça au PJD, Hassan Alaoui. Ça, c'est aux autres qu'on reproche de ne pas bouger. On peut lui reprocher. On va pas lui reprocher. Une parenthèse, on peut lui reprocher d'abord de ne pas être attirant suffisamment pour amener dans les urnes, on peut le reprocher à tous les partis, bien sûr, d'attirer tous les autres vers les urnes, et on peut lui reprocher, j'allais dire sa grosse gueule, de se faire prévaloir de toute représenter les choses comme ça, mais disons il est présent. Je vous le disais tout à l'heure sur l'Istiqlal, Nizar Baraka et je viens voir. Ils ont la pudeur de ne pas. D'accord, mais les autres au PJD, on va reconnaître d'ailleurs au PJD, au RNI et un peu le PAM qu'il n'y ait pas que le secrétaire général qui parle. Alors, une dernière remarque sur ça, comme ça on passe au deuxième thème. C'est dans un mouchoir de poche. Sa Majesté n'a pas arrêté d'attirer l'attention des partis politiques, n'est-ce pas, pour qu'ils jouent le rôle, justement, d'encadrement, de recrutement, de formation et tout. Et nous en sommes là. Évidemment, il y a, en face de ce que vous appelez le succès relatif du PJD, il y a la menace de l'absentéisme, n'est-ce pas, de la démission, du déni. Et ça, c'est pas possible. Le temps court, on va laisser Abdelhamid Lertab conclure sur ce thème-là avant de passer aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une reconfiguration? Est-ce qu'il doit y avoir une reconfiguration? Je crois qu'il ne suffit pas de faire le diagnostic et de dire, bon, voilà, il y a énormément de partis au Maroc.
Oui, c'est vrai, il y a énormément de partis au Maroc. Mais pourquoi? Il s'agit de comprendre le pourquoi. Généralement, la profusion des partis politiques et l'éclatement de la scène partisane ou du système partisan au Maroc et dans d'autres pays est tributaire de deux, je dirais, causes essentielles. D'abord, le mode de scrutin qui est proportionnel. Le mode de scrutin permet à chaque parti de se faire représenter au sein du Parlement proportionnellement au nombre de voix qu'il a acquis. Ça, d'une part. Et deuxièmement, il y a un facteur essentiel qui est celui des subventions de l'État qui pousse les partis politiques à une certaine cartélisation, c'est-à-dire à une certaine dépendance de l'État, puisque en entrant dans les rouages de l'État, ils arrivent à maximiser leurs profits d'abord en ce qui concerne les subventions directes mais aussi indirectes de l'État, et ils se font aussi connaître auprès du public, puisque chaque parti devrait donc arriver au pouvoir, et grâce au pouvoir, il arrive à se renforcer. Donc il y a deux facteurs ici qui militent pour l'éclatement de la scène partisane, mais aussi il y a d'autres facteurs qui sont, je dirais, des facteurs subjectifs, à savoir les ambitions personnelles des élites partisanes, puisque un parti politique, c'est quoi? C'est un rassemblement d'individus qui se rassemblent volontairement autour d'un idéal et pour accéder au pouvoir et appliquer un programme politique donné. Donc, nous sommes devant des rassemblements volontaires. Donc, il y a des ambitions personnelles derrière. Maintenant, est-ce qu'on veut dépasser? Si on veut dépasser ce stade-là, il faut tout de même agir sur le mode du scrutin. C'est le mode du scrutin, voilà, qui fait en sorte... Le mode du scrutin proportionnel donne toujours la possibilité aux partis politiques de subsister. Alors, puisque chaque parti... peut survivre grâce à l'aide de l'État d'abord, et aussi il peut être représenté au sein du Parlement, c'est très important. Vous allez me permettre de laisser quand même 12 ou 13 minutes pour les États-Unis. On va essayer une transition un peu particulière, qui est qu'on ait 30, 35 partis ou deux, on peut avoir des problèmes, comme c'est le cas aux États-Unis, où, comme vous pouvez s'y attendre, l'administration est en quasi-arrêt, et ça s'appelle le shutdown. Une règle typiquement américaine dans sa pratique, quand les deux institutions politiques s'opposent, quand il n'y a pas d'argent, quand l'administration s'arrête, du moins les services non essentiels, comme la défense, comme la sécurité, comme le renseignement. Pas mal de musées sont à l'arrêt, pas mal d'administrations sont à l'arrêt. Alors, Abdelhamid Berhtam, on reste avec vous. C'est quoi le shutdown et comment ça se produit? Oui, pour comprendre le shutdown, il faut d'abord comprendre le système américain, comment il fonctionne. Nous parlons d'un système présidentiel dans lequel il y a un certain équilibre strict de pouvoir entre, d'une part, l'exécutif qui est incarné par le président, et d'autre part par le Parlement, le législatif qui est incarné par la Chambre, le Congrès et le Sénat. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un désaccord, et on sait très bien que dans la Constitution américaine, la compétence de faire le budget et de voter le budget est exclusivement attribuée au Parlement. Et par conséquent, le président ne peut que faire des propositions budgétaires. Et il a fait cette proposition budgétaire d'inclure 5,7 milliards de dollars de plus, d'augmenter les dépenses de 5,7 milliards de dollars pour construire un mur sur la frontière mexicaine. Le Congrès lui a refusé justement cette somme-là. Et on voit très bien que, étant donné qu'il a le droit de veto... La Chambre des représentants, voilà, le Sénat, si ça arrive au Sénat, le passe. Je parle du Congrès. Hein. Donc, le président a tout de même cette capacité de faire valoir son veto. Et il l'a fait actuellement. Et le bras de fer, il est là. Et c'est un bras de fer qui montre que nous sommes devant un système où il y a tout de même un certain équilibre très très strict, une séparation très stricte des pouvoirs législatifs et du pouvoir exécutif. Majorité. Voilà. Maintenant, le président américain a tout de même des cartes à jouer. Les cartes au sein
du Congrès sont joués. Maintenant, ils ont arrêté, ils ont bloqué le vote du budget de ces 5,7 milliards de dollars. Mais le président américain peut toujours déclarer l'état d'urgence. Et par des décrets présidentiels, il peut tout simplement, des décrets exécutifs, on les a. Il semble qu'il y a renoncé parce que ça va créer encore plus de problèmes parce qu'il n'y a pas d'urgence nationale. Qu'il y ait une urgence. On ne déclare pas l'état d'urgence aussi facilement. Ce n'est pas l'état d'urgence. J'en arrive à vous pour les... Ce n'est pas l'état d'urgence, mais l'état d'alerte, on l'appelle aussi l'état d'alerte, c'est que le président peut aussi donc court-circuiter le Congrès tout simplement et débloquer cette somme d'argent pour construire... Alors c'est ce qu'on avait pensé, c'est ce qu'on avait pensé en écoutant le président Trump parler émotionnellement sur la crise humanitaire. On avait pensé qu'il allait sortir l'urgence nationale ou la priorité nationale, mais finalement il y a renoncé. Alors justement, vous êtes en train d'en parler, Naïm Kamal. Ce shutdown en général, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le précédent record, enfin le record, c'est détenu sous la présidence Clinton à 26 jours. Aujourd'hui, nous sommes à 20 jours. Est-ce que vous voyez des scénarios de sortie de crise? Parce que jusqu'à encore il y a 1 jour, se sont pas mis d'accord. Et Nancy Pelosi, la patronne de la Chambre des représentants. Ça me semble difficile aujourd'hui parce que nous sommes en présence, non pas d'une situation d'un désaccord, disons, mineur ou d'un désaccord moyen. C'est une confrontation sur une décision symbolique du mandat du président Trump. Emblématique même. Emblématique. Cette histoire de mur, il en a fait l'épine dorsale. Et l'immigration, il en a fait l'épine dorsale de sa campagne électorale. Il en a fait le soubassement de sa présidence. Il ne faut jamais l'oublier que les premiers décrets qu'il a signés dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, c'est les décrets anti-immigration interdisant l'accès et où il a eu déjà à faire. Donc, et pour lui, c'est très important avant, parce que lui aussi, pour utiliser une de tes expressions, à l'avant-dernière ligne, l'avant-ligne droite. L'avant-ligne droite, eux aussi, ils y sont. Avant la prochaine présidentielle, et il doit réaliser, il veut réaliser cette promesse. En même temps, en face de lui, et c'est là où c'est parfait, il y a des contre-pouvoirs, quand vous avez une majorité au Congrès différente de la Maison-Blanche, sinon ça peut passer comme des lettres à la poste. Et les démocrates qui ont pris la majorité à la Chambre des représentants savent pertinemment que sa réélection pour un deuxième mandat, la réélection de Donald Trump pour un deuxième mandat se joue sur cette décision de construction de murs et de 5,7 millions. Et on l'a vu, la présidente Madame Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, dire juste aujourd'hui, je crois, ou hier soir, que les fonctionnaires fédéraux n'ont qu'à prendre leur mal en patience. Oui, alors Hassan Alaoui, on rebondit sur ça. Est-ce que c'est la crise politique majeure de la présidence Trump, sachant que c'est la première fois, enfin c'est depuis quelques jours, où il est en train d'essayer de gouverner avec une majorité démocrate qui est remontée contre lui. Est-ce que c'est la crise majeure ou vous pensez qu'il y en aura d'autres? Moi, personnellement, je mets une double prudence à ce niveau, à ce mot. Bien sûr que c'est une crise, mais en même temps, ce n'est pas une crise qui touche, si vous voulez, par exemple, la loi fondamentale des États-Unis. C'est un moment précis, une temporalité chez M. Trump qui fait qu'aujourd'hui, comme dit Naïm, il reste fidèle à sa vision du monde manichéenne. C'est-à-dire, en fait, le bien et le mal. Il rejette l'immigration, il rejette le climat, il rejette, il se retire de la Syrie. Tout ce qui peut, un temps soit peu ressembler à l'humanisme, évidemment. Mais maintenant, il y a beaucoup plus grave, lui. Il y a ce qu'il attend, c'est effectivement l'enquête, qu'on dit l'enquête russe du procureur Mueller. Ça, c'est puisque aujourd'hui, la question se pose, est-ce qu'il y a une possibilité, une hypothèse d'impeachment et évidemment de destitution. Alors, je précise que pour avoir une destitution, il faut évidemment l'impeachment, c'est-à-dire
un processus judiciaire pour arriver, si vous voulez, à la mesure constitutionnelle aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, la question se pose. Que va-t-il advenir de son avenir dans l'immédiat avec cette histoire de blocage, n'est-ce pas? Et que va-t-il ensuite devenir de lui dans un an maximum? Alors, Abdelhamid Belkhtab, je voudrais... Oui, on va attendre dans un an aussi pour voir s'il arrive à l'année, parce que vous avez parlé, vous avez suggéré l'idée de l'impeachment, de la destitution. Ouais. Nancy Pelosi était franchement et radicalement contre. Là, elle est en train de mettre de l'eau dans son vin, de revoir. Alors, Abdelhamid Belkhtab, finalement, après 2 ans de présidence, 2 ans et quelques de présidence, on se retrouve avec une présidence chaotique, avec des démissions régulières au plus haut niveau. Il n'y a pratiquement personne qui a été nommé, qui est encore en place. Des tracas judiciaires avec cette affaire Muller, l'affaire des mœurs du président. Comment vous expliquez que l'Amérique en soit là, avec quand même un parti démocrate, avec une intelligence qui est importante? Comment ils en sont arrivés là? Oui, chaotique pour nous, ça c'est sûr. Mais pour lui, en tant que président, et pour son aile, je dirais, républicaine, radicale, ils ont des objectifs bien tracés. Nous avons un président là qui est un maniaque des finances. Et c'est un maniaque de finances, et c'est quelqu'un qui sait très bien comment fructifier son capital. Il sait très bien où sont les failles, où sont les failles de ses adversaires. Et le problème de Trump, c'est qu'il a en quelque sorte financiarisé le concept de la politique étrangère, le concept aussi de politique, de sa politique intérieure. Tout dépend de l'argent pour lui. Et tout a un rapport direct ou indirect avec l'argent. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'a pas franchement tort. Oui, donc c'est logique de sa part. Et vous allez voir que lors de sa campagne présidentielle, il a tout simplement avancé que c'est le Mexique qui devrait payer ce mur-là. Et petit à petit, il s'est avéré que c'est impossible. Diplomatiquement parlant, c'est pas possible. Il n'y a aucun droit international qui oblige un autre pays de construire un mur pour un autre pays. Ça n'existe pas. Et on voit actuellement qu'il est en train aussi de tester ses limites avec le Congrès. Et au départ, c'était un mur de béton. Maintenant, il parle d'un mur d'acier. Mais c'était quelqu'un de très pragmatique. Ce n'est pas quelqu'un qui a des idées tranchées, mais c'est quelqu'un qui teste toujours ses adversaires et qui les pousse jusqu'à leurs limites, et toujours dans un seul objectif, celui de ramasser le plus d'argent. Et c'est ce qu'il fait avec ses amis, c'est ce qu'il fait avec ses ennemis. Donc pour moi, s'il y a une nouveauté dans l'approche de Trump, c'est le fait de soumettre toute la politique intérieure et extérieure des États-Unis à des considérations purement économiques et financières. Alors, justement, on va conclure avec vous, Naïm Kamal. Je voudrais rebondir sur ce que dit Abdelhamid Belkhtab, ce concept de financiarisation de la politique. C'est ce qui est en train de se passer. Je lui disais qu'il n'avait pas totalement tort, Trump, de réagir comme ça. Mais en face, chez les démocrates, c'est le calme plat. Il n'y a personne. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait venir damer le pion à cette nouvelle technique, cette nouvelle financiarisation, ou alors ça restera comme ça, et dans ce cas, c'est Trump, c'est parti pour un second mandat? Vous savez, quand Donald Trump a été élu, j'ai lu un post quelque part qui avait dit « Merci, Monsieur Trump. Merci de dire tout haut ce que tous vos prédécesseurs faisaient tout bas. » Donc là, en vérité, ce qui se passe avec Trump, c'est la politique, toute la politique. Il y a Bernie Sanders qui n'est pas très dans l'argent. Oui, mais bon, c'est pour ça qu'il n'a aucune chance de passer. Alors donc... contre Hillary Clinton, il était à 2 doigts de passer. Oui, mais bon, mais c'est 2 doigts... Maintenant, il a pris 4 ans, c'est vrai. Bon, donc il y a cet aspect. C'est-à-dire, De Gaulle disait ça plus sobrement, peut-être même que De Gaulle l'a emprunté à quelqu'un d'autre avant lui. Pas d'intérêt, pas d'action. Donc, il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Trump n'a rien inventé, sauf qu'il le dit. Sauf qu'il dit les choses. Il n'a pas cette pudeur du dollar qu'avaient ses prédécesseurs. Maintenant, vous savez, les États-Unis, est-ce qu'avant Clinton, on connaissait Clinton? Est-ce qu'avant Obama, on connaissait Obama?
Est-ce qu'avant Trump, on connaissait Trump? Souvent, les présidents qui prennent le leadership des États-Unis nous sortent de l'inconnu et qui s'imposent dans le processus. On les a vus émerger de la campagne électorale qui est très longue. Donc maintenant, le camp démocrate apparemment n'a personne, mais demain, il peut y avoir l'homme miracle ou la femme. Eh bien, on va attendre que l'homme ou la femme providentielle apparaisse. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci.